J'ai toujours aimé l'instrument orgue. C'est un instrument qui a été inventé en -200 avant notre ère par un ingénieur hydraulique grec qui s'appelait Ctésibios. La pression de l'air était fournie par une cuve en fonte qui était plongée dans de l'eau qui permettait de mettre de l'air en pression. Les premières occurrences d'orgue qu'on va avoir en Occident, ce serait par un cadeau qui a été fait à Pépin le Bref. Ça a toujours été un instrument pastoral pour animer les jeux du cirque, pour animer les foires, ces choses-là. Il est arrivé dans les églises qu'à peu près au XI-XIIe siècle. Petit à petit, il a évolué, il s'est perfectionné, il s'est agrandi pour arriver à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire un instrument qui peut absolument tout jouer, avec une synthèse sonore la plus riche possible. Ça peut aller d'une petite caisse de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre à 10 mètres de haut, des dizaines de tonnes et des milliers de tuyaux. Historiquement, c'était des gens qui pompaient. On avait jusqu'à 5, 6 souffleurs derrière l'instrument qui étaient pilotés par l'organiste qui leur disait quand est-ce qu'il fallait mettre plus d'air ou pas parce qu'il allait tirer pas mal de jeu et donc il y aurait une grosse consommation. Maintenant, on a des turbines, des petits ventilateurs en fait, qui nous permettent de remplir des soufflets qui, eux, font la réserve et la pression d'air pour l'instrument. Je suis piètre organiste, mais plus claveciniste à la base. J'ai commencé à jouer de l'orgue, mais je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière. Je voulais non seulement les jouer, mais les construire et vraiment être avec les orgues, on va dire. Donc j'ai monté mon entreprise, monté mon atelier. Maintenant, je suis un facteur d'orgue à part entière. On n'a pas forcément besoin de jouer de l'instrument pour les construire. Évidemment, quand on fait comme moi tout de A à Z, on est obligé de pouvoir le jouer pour avoir une vue sur la finalité. Mais il y a plein d'ateliers dans lesquels on va avoir des gens qui ne font que de l'ébénisterie, des gens qui vont faire que de la tuyauterie, des gens qui vont toucher que à la partie son, donc l'accord, l'harmonie. Il y a principalement 3 types de clientèle avec laquelle je vais travailler. Les édifices religieux, à savoir que tous les instruments qui ont été construits avant 1901, donc avant la séparation de l'Église et l'État, est propriété de l'État. Après, on va avoir les orgues dans des édifices religieux mais privés. Vous avez un exemple à Issoudun, la basilique Notre-Dame, où c'est un orgue qui appartient vraiment au clergé. Et en troisième point, on a tout ce qui est les orgues qui appartiennent à des particuliers. Qu'est-ce que fait un facteur d'orgue à l'heure actuelle? On n'a pas forcément de domaine spécifique de travail dans la facture d'orgue. Je vais avoir un atelier de menuiserie à la base pour construire le bois, tout ce qui va être les charpentes, les buffets, le meuble. Après, on va aussi avoir tout ce qui va être le travail de la peau. La peau, ça nous sert énormément pour tout ce qui va être partie sous pression, partie mobile. Ensuite, on va avoir une partie plus travail de la métallerie, de la serrurerie. Et plus spécifiquement, on va avoir le travail de l'os pour les claviers, le travail des bois précieux, un petit peu de marqueterie, un petit peu d'ébénisterie. Après, il y a le travail de la tuyauterie. Donc ça, c'est la seule partie vraiment que je délègue. Les orgues que je construis, il me faut 1 an pour les faire. Du début de la conception jusqu'à la fin de la réalisation et la livraison sur place. Un orgue peut être très très différent en fonction de si on dit c'est une copie d'un orgue du 18e, du 19e, du 20e. Il est pour jouer le répertoire baroque français, le répertoire baroque allemand, le répertoire italien. Donc tout ça, il faut vraiment définir le projet avec le client en fonction de ses besoins. Professionnellement, en ce moment, donc, j'ai 2 petits orgues en construction pour des particuliers. En parallèle, j'ai une soufflerie d'instruments. C'est le soufflet de l'orgue de l'église Saint-Cyr à Issoudun. Donc c'est le volet restauration. On va arriver sur place. On va, en fonction de l'ampleur des travaux, le démonter partiellement ou intégralement, ramener des pièces en atelier, les restaurer et remonter in fine l'instrument sur place. Et la troisième facette de notre métier, c'est ce qu'on appelle l'entretien courant. Je vais avoir l'entretien de pas mal d'instruments locaux, notamment celui d'Argenton-sur-Creuse, qui date de 1901. C'est un orgue qui a été construit par Cavaillé-Coll, le plus grand facteur français, on va dire, de son époque, bien entendu. Donc comme l'orgue, c'est un objet technologique avec des mécaniques en bois, en peau, en métal, ça bouge avec l'hygrométrie, avec la température, donc je vérifie que tout fonctionne. Dernière phase, qui va être la phase d'accord et d'harmonie. Tout son a un timbre. Il y a autant de tuyaux qu'il y a de notes dans un orgue. Un tuyau, c'est un volume d'air qui est mis en vibration. La hauteur de ce tuyau, il est dépendant du volume d'air, à la molécule précise. Donc pour venir accorder ce type de tuyau, qu'on appelle les flûtes, il suffit de raccourcir ou de rallonger le tuyau. Parce que ça permet de diminuer ou augmenter le volume d'air présent, et donc faire monter ou descendre la note.
Il y a des tuyaux qui sont plus sensibles ou non aux variations de température et d'hygrométrie. Donc nous, notre travail, c'est en intersaison, donc entre les périodes chaudes et les périodes froides, on va revenir les tuyaux qui bougent en phase avec ceux qui ne bougent pas. Un peu avant Noël, un peu avant Pâques, sur les routes se trouvent plein de facteurs d'orgue qui vont d'orgue en orgue pour réaccorder les instruments pour les moments culturels et cultuels. On estime qu'on est à peu près entre 60 et 80 entreprises pour un nombre de personnes travaillant dans la facture d'orgue qui se situe aux alentours de 200-250 personnes. On arrive à ramener du monde dans la profession, à donner envie aux gens, mais on a beaucoup de mal à leur donner envie de rester et de faire toute leur vie dans cette profession. On a beaucoup de gens qui sont attirés par le côté empirique, très artistique, et qui, confrontés à la réalité, donc l'autre volet du métier qu'on oublie, c'est-à-dire les conditions de travail pas forcément très faciles, ces gens-là ne restent pas, donc on se retrouve avec une profession où on n'arrive pas à avoir assez d'ouvriers. On est un métier où il y a beaucoup de demandes. Moi, personnellement, j'ai 1 an de délai d'attente minimum. C'est très court comme délai d'attente dans notre profession. À l'heure actuelle, on se rend bien compte que ce qui a été notre meilleure vitrine de promotion, on va dire, devient aussi une source de ralentissement de notre activité. L'attrait pour la religion étant en train de baisser, l'attrait pour l'orgue, lui, va de pair. Donc, il y a la possibilité de retrouver des instruments dans les salles de concert. Cependant, c'est quand même des instruments qui sont très volumineux, qui demandent un prix de construction qui est très haut, avec un prix d'entretien aussi qui est quand même relativement cher. Donc tous ces paramètres-là font que on verra peut-être moins de projets liés aux édifices religieux aussi, parce que c'est quand même les édifices qui sont déjà quasiment tous fournis en instruments plus ou moins dans des bons états. J'essaye de promouvoir l'orgue en tant qu'instrument personnel, intimiste, et donc je pense que l'orgue a toujours sa carrière cultuelle, donc dans le cadre du religieux, mais en parallèle, et c'est toute la problématique de l'évolution du métier, c'est comment lui faire vivre une carrière culturelle.